Et Alima a lancé l'enregistrement. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on avait déjà fait lors d'une première soirée, les manifestations cutanées de type érythème migrant, avec les érythèmes migrants typiques et atypiques que nous avait présenté Sophie Blanqui. Et donc, on s'est proposé de faire une seconde intervention sur ce thème hors érythème migrant, puisque ça avait été déjà fait. Et puis parce que finalement, les autres manifestations sont probablement moins connues. Donc, je rappelle juste le trépied diagnostic de la borréliose de Lyme, puisque c'est un peu la base de voilà, du diagnostic. Donc, une notion d'exposition aux tiques. Alors, on peut avoir retrouvé la piqûre de tique, mais finalement, c'est pas le cas le plus fréquent. Mais le simple fait d'être exposé, aller dans la verdure, en forêt, faire du jardinage, suffit à retenir la notion d'exposition. Ensuite, un tableau clinique compatible, donc c'est essentiellement la peau, les signes neurologiques et les signes articulaires. Donc, ce soir, on va parler de la peau et des signes neurologiques. On laisse de côté les signes articulaires, qui sera peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. J'ai remis là un érythème migrant un peu typique avec cet aspect en cible d'une lésion érythémateuse de plus de 5 cm, habituellement centrée par la piqûre de tique. Et puis, le troisième volet du diagnostic de la borréliose de Lyme, ce sont les tests microbiologiques qui s'appuient essentiellement sur la sérologie qu'on dit en 2 temps, avec déjà un test de dépistage ELISA et puis ensuite une sérologie de confirmation par une technique qui s'appelle le Western blot. Donc l'ELISA étant très sensible, mais moins spécifique que le Western blot, donc qui va gagner en spécificité. Et puis rarement, il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées, comme la PCR, on cherche l'ADN de la bactérie, qui a une sensibilité plus ou moins bonne selon les sites. On va en parler un peu au niveau cutané, puisque c'est là finalement où la PCR a la meilleure sensibilité. Et puis parfois d'autres tests qui seront évoqués plus dans la seconde intervention, dans le cadre des neuroborrélioses. Alors, il y a des traits qui apparaissent sur mon truc. Je ne sais pas si vous voyez des traits jaunes, mais On voit des traits, en effet. Oui, oui. ben, je ne sais pas d'où ça vient parce que c'est pas sur ma présentation. Bon, si ça se met... Non, il y a quelqu'un qui doit réussir à faire quelque chose sur l'ordi, mais c'est pas moi. Je ne sais pas qui a pris le contrôle. Je vais mettre le partage, j'essaye de recommencer. Désolée. Je ne sais pas. Voilà, bon, ça a l'air d'être mieux. Donc, après une piqûre de tique, il peut y avoir des manifestations cutanées et ces manifestations cutanées, elles peuvent survenir dans les heures, les jours qui suivent, les semaines, voire des mois ou des années plus tard. Et toutes ne sont pas liées à la borréliose de Lyme, mais certaines le sont, y compris plusieurs mois plus tard. Donc, on va essayer de balayer un peu cette chronologie. Donc, déjà, la réaction à la piqûre de tique, elles sont précoces, elles surviennent soit quand la tique est encore attachée ou juste après le détachement de la tique. Et ce sont des rougeurs centrées par la piqûre de tique, souvent de petite taille. Elles ne sont pas extensives comme dans un érythème migrant où il y a cette évolution centrifuge. Et elles sont souvent douloureuses ou prurigineuses comme une piqûre d'insecte, même si la tique n'est pas un insecte habituellement. C'est vrai qu'on dit que la piqûre de tique est classiquement une piqûre indolore puisque la tique injecte des anesthésiants locaux et des molécules qui font qu'elle peut rester longtemps accrochée, mais quand elle se détache, eh ben, l'organisme peut réagir et il peut y avoir cette sensation de prurite et cette sensation de douleur. Ces réactions à la piqûre sont banales et elles disparaissent en quelques jours. Donc en 2-3 jours, elles disparaissent et ne font pas une lésion spécifique de borréliose de Lyme. Donc quand on a un doute, c'est intéressant de se dire, bon, bah, quel est le timing, est-ce que c'est arrivé juste au moment de la piqûre? Donc ça, c'est peu évocateur d'une infection bactérienne de type Lyme. Et est-ce que elles disparaissent en 2 jours? Et auquel cas, c'est plutôt une simple réaction à la piqûre de l'arthropode. Et puis après, il y a les manifestations cutanées de la borréliose de Lyme qui représentent finalement la plus grande partie des manifestations de borréliose. C'est selon les études, 80-90% des formes de borréliose sont des formes cutanées. Il y a une différence dans les manifestations que l'on soit un adulte ou un enfant, et puis également entre les manifestations qu'on peut voir aux États-Unis ou en Europe. Ça tient à la bactériologie, parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas tout à fait les mêmes souches de Borrelia que celles que l'on a en Europe. Et donc, elles ont des affinités pour la peau, pour les articulations, pour le neurone qui sont un peu différentes. Et c'est pour ça qu'on voit des formes cutanées comme on en parlera tout à l'heure de l'acrodermatite, beaucoup plus fréquemment en Europe qu'on ne peut le voir aux États-Unis.
Et donc, dans ces manifestations tardives, il y a des manifestations pardon, qui sont parfaitement typiques de la borréliose de Lyme. Donc, il y a l'érythème migrant, le classique. Donc, juste pour qu'on se le rappelle tous, c'est une tache rouge érythémateuse d'évolution centrifuge, a priori centrée par le point de piqûre, même si on ne retrouve pas toujours le point de piqûre, et qui va évoluer sur plusieurs semaines classiquement, qui est non prurigineuse et non douloureuse. Ça, c'est dans les 3 à 30 jours qui suivent la piqûre de tique. Après, il y a l'érythème migrant multiple, on va en voir un exemple. Le lymphocytome cutané, donc qui lui se situe dans les semaines qui suivent la piqûre de tique. Et puis beaucoup plus tardivement, l'acrodermatite atrophiante. Et il y a certaines entités dermatologiques qui sont, où le lien avec la borréliose de Lyme a été posé et qui sont plutôt incertains. Donc, il faut là avoir une grande prudence diagnostique pour ne pas rattacher des manifestations cutanées à une fausse borréliose de Lyme, même si la sérologie d'ailleurs est positive, si ce ne sont pas des manifestations que l'on voit dans les borrélioses. Donc on va en parler au fur et à mesure. Donc tout d'abord un premier cas donc, de cet enfant, 15 ans, qui n'a pas d'antécédents, tout va très très bien, à l'école comme en famille, il est scout. Et donc, il se fait régulièrement piquer par des tiques, bien entendu, du fait de son activité. Et il consulte car depuis 15 jours, il a une tuméfaction du lobe de l'oreille sans aucun autre symptôme. C'est un enfant qui va très bien. Et donc là, c'est quelle est la démarche diagnostique? Alors moi, je ne suis pas dermatologue, hein, mais juste infectiologue. Et donc, j'ai quand même demandé aussi à mes dermatologues ce qu'ils feraient devant ce type de lésion. Et donc, aucun d'entre eux ne biopsie d'emblée et saute sur l'enfant pour lui faire une biopsie du lobule de l'oreille. Et donc, dans les hypothèses diagnostiques, il peut y avoir... Alors, la chondrite, puisque c'est sur l'oreille, mais finalement, ça ne touche pas le cartilage, donc plutôt pas. Un granulome, soit à corps étranger, soit un granulome d'une maladie spécifique granulomateuse. L'évolution depuis 15 jours sans aucun autre symptôme peu évocateur. Et puis, il y a le lymphocytome cutané, qui est cette manifestation une manifestation de la borréliose de Lyme. Donc, je vous montre ici quelques exemples. Et on retrouve régulièrement le lobule de l'oreille, puisque c'est une des 3 localisations les plus fréquentes du lymphocytome cutané. Donc, c'est une lésion comme ça, une petite tuméfaction indolore qui est rouge à violacé, un peu nodulaire, qui va faire quelques centimètres et qui va durer de façon très prolongée en l'absence de traitement. Une autre localisation classiquement décrite plutôt chez l'enfant, c'est au niveau du scrotum, comme on voit ici. Et puis, des manifestations moins fréquentes, enfin des localisations moins fréquentes. Donc là, c'était un cas clinique qui a été décrit dans la littérature de ce lymphocytome de la lèvre. Alors là, pour le coup, dans l'article, ils décrivent très bien qu'ils font une biopsie, puisque là, c'est pas typique. Ils font une biopsie cutanée qui retrouve un aspect de lymphocytome, donc un infiltrat lymphoplasmocytaire, et donc qui déroule les différentes étiologies des infiltrats lymphoplasmocytaires, dont la borréliose de Lyme. Il se trouve qu'il avait une sérologie très positive. Je crois que dans l'article, ils font ensuite une PCR qui revient positive, et donc ils concluent un lymphocytome cutané de Lyme. On a aussi une autre localisation un peu typique qui n'est pas très marquée sur la deuxième photo, mais on voit ici au niveau de son mamelon une tuméfaction avec une asymétrie mamelonnaire, et donc c'est également une localisation classiquement décrite. Donc, le lymphocytome cutané au niveau description clinique, c'est une tuméfaction souple, bien limitée, rouge à bleuâtre de quelques centimètres, souvent indolore, qui survient dans les 6 mois post-piqûre de tique. Donc, on a quand même un long délai entre la piqûre possible et la survenue de ce lymphocytome. Et si on regarde dans les différentes études, finalement, la piqûre de tique, les gens s'en rappellent dans moins d'un tiers des cas. Et quand ils s'en rappellent, il y a une correspondance entre le site de la piqûre et le lymphocytome que dans 2 tiers des cas. Donc, voilà, on peut chercher la piqûre de tique, mais si on ne la trouve pas, ça n'exclut pas le diagnostic. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de rechercher le contexte d'exposition. Bah là, il est scout, oui, il se fait piquer régulièrement. Les localisations typiques, c'est l'oreille, le mamelon, le scrotum, et de temps en temps, c'est multiple. Par rapport à d'autres manifestations de la borréliose de Lyme, c'est une manifestation très localisée, et il y a rarement des signes extracutanés dans la littérature. Et ça représenterait 1 à 5% des dermatoborrélioses, surtout chez l'enfant et surtout en Europe. La sérologie, elle est positive dans 70 à 95% des cas. Ça tient à son timing par rapport au début de la maladie, puisque finalement, ça survient dans les 6 mois post-piqûre. On sait que la sensibilité de la sérologie va augmenter avec le temps. Et donc, si le lymphocytome survient dans les 4 à 6 semaines après la piqûre de tique,
la probabilité d'avoir une sérologie positive est beaucoup plus faible que si c'est à 6 mois, puisqu'on sait que voilà, cette sensibilité de l'ELISA, elle va augmenter avec le temps. Et la PCR, si on fait une biopsie cutanée et qu'on fait une PCR pour rechercher l'ADN, elle va être positive dans environ 60% des cas, entre 60 et 70% des cas, ce qui est plutôt pas mal dans la borréliose de Lyme parce qu'on n'a pas si souvent que ça des PCR positifs. Le traitement, il est, on va dire, classique. Il repose soit sur la doxycycline, soit sur l'amoxicilline, si on ne peut pas mettre de doxycycline, notamment chez l'enfant, même si c'est un peu discuté. Et la durée de traitement, elle est dite de 21 jours sur le fait que c'est une forme qui peut survenir jusqu'à 6 mois. Il n'y a pas de grandes études cliniques pour dire 21, c'est mieux que 14 ou c'est mieux que 7. Donc, les recommandations actuelles sont de 21 jours. Ça va guérir tout seul, y compris sans antibiotiques. C'est juste que ça va guérir en plusieurs mois, voire jusqu'à plus de 12 mois. Et sous antibiotiques, ça va mettre quand même plusieurs semaines à guérir et on retrouve des lymphocytomes qui ont mis jusqu'à 2 mois à guérir. Donc, il ne faut pas s'inquiéter trop vite. C'est-à-dire que si le diagnostic est bien assis, si la personne a une notion d'exposition, une localisation typique, un aspect tout à fait évocateur, pas de signes extra-cutanés qui nous orienteraient vers un autre diagnostic, on met le traitement et puis on évalue l'évolution en se donnant un peu de recul. Les diagnostics différentiels, on en a un peu parlé. Donc, il y a le lymphome cutané, qui est le diagnostic différentiel le plus urgent, on va dire, enfin, le plus grave à retrouver. Et du coup, c'est l'aspect nodulaire qui va être extensif, qui peut guider sur le lymphome cutané et les localisations un peu atypiques. Et donc, ensuite, il faut faire une biopsie si on a un doute. Il y a les granulomes, bien plus ou moins corps étranger, la sarcoïdose. Bon, les métastases cutanées, ça fait partie des diagnostics différentiels de nodules, même si l'aspect, on va dire, typique d'un lymphocytome est quand même un peu différent de celui d'une métastase cutanée, une kéloïde ou une périchondrite lorsque ça atteint l'oreille. Et juste, moi, j'ai retrouvé que quand on fait une anapathe et qu'on retrouve un infiltrat lymphoplasmocytaire, donc on appelle ça un lymphocytome, et ben, c'est pas toujours lié à Borrelia. Donc, on le savait déjà pour Treponema pallidum, qui est l'agent de la syphilis, qui donne des gommes et qui va avoir un peu la même histologie. Mais il y a aussi des virus. Si on biopsie des nodules scabieux, ça pourrait avoir la même anapathe. Et puis, il y a aussi des médicaments qui peuvent donner des lymphocytomes ou le fait de se faire tatouer peut donner des lymphocytomes. Donc, il y a d'autres causes de lymphocytomes. C'est pour ça que c'est vraiment un ensemble diagnostique entre une exposition, une lésion compatible et puis, au mieux, une sérologie, même si, encore une fois, elle est positive que dans 70 à 80% des cas en fonction du timing de survenue. Voilà pour la première manifestation cutanée qui est peu fréquente, mais qui probablement est sous-diagnostiquée, puisque ça peut passer inaperçu ou être confondu avec d'autres diagnostics. Un deuxième cas clinique que j'ai vu il y a un mois, donc c'est une dame de 60 ans, pas d'antécédents, retraitée, une activité régulière de randonnée, donc là aussi un contexte d'exposition aux piqûres de tiques, et elle a consulté car ça fait 3 semaines qu'elle présentait des douleurs diffuses des membres inférieurs, mal systématisées, pas d'éléments sur l'examen clinique pour une cause neurologique spécifique ou articulaire, une très grande fatigue et l'impression d'oublier des choses, alors que ça apparu assez brutalement, pas de fièvre. Et puis, elle est allée voir son ostéopathe parce qu'elle avait ces douleurs dans les membres inférieurs. Et en la déshabillant, l'ostéopathe découvre cette grosse lésion dans le dos que la dame n'avait pas du tout remarquée. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'elle est amenée à nous consulter avec la question d'une infection à Borrelia. Et donc, en l'examinant, cette dame-là, donc effectivement, j'ai pas d'anomalie à l'examen clinique radiculaire ou neurologique, il n'y a pas d'anomalie articulaire, pas de synovite. Elle a un MS qui reste tout à fait correct, mais elle trouve qu'elle a des difficultés à bien faire les liens et à se rappeler des choses. Et puis, en fait, à l'examen clinique, elle a donc cette grosse tache qui fait penser à un érythème migrant. Et puis, elle en a 2 autres qui sont apparus depuis sa consultation chez l'ostéopathe quelques jours auparavant, qui sont indolores. On voit ici un rehaussement périphérique, ça lui fait donc pas mal, ça ne gratte pas non plus, et il y a une tendance à l'extension centrifuge de ces différentes lésions. Donc on se retrouve avec une dame qui a 3 érythèmes migrants et un contexte évocateur de piqûres de tiques et un cortège de signes fonctionnels associés qui sont
on va dire, concomitant de la survenue de cet érythème migrant multiple. Donc d'autres photos, alors ça c'est un cas de la littérature qu'on voit moins bien chez un enfant. On a ici une première lésion, une seconde lésion ici, et puis au-dessus là du mamelon. Et puis un autre enfant qui, lui, avait deux érythèmes migrants autour des yeux, donc des localisations très atypiques qui avaient été publiées dans le New England il y a quelques années. Ça, c'est un autre patient que j'avais vu il y a 2-3 ans, donc lui qui avait de très grandes taches à plein d'endroits au niveau du corps. Il était également scout. Et donc, il y en a un là, il y en a un là. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les photos, mais il en avait également un au niveau de la fesse, je crois, et un autre sur le bras. Donc, il avait plusieurs érythèmes migrants de très grande taille qui étaient effectivement des érythèmes migrants multiples dans le cadre d'une borréliose de Lyme. Cette entité érythème migrant multiple, elle est bien décrite. Ça survient dans les 6 semaines post-piqûre de tique, donc un peu comme l'érythème migrant. Et à la différence de l'érythème migrant classique, où la physiopathe, c'est probablement l'inoculation de la Borrelia au site de la piqûre, et l'érythème migrant qui se trouve donc centré par le point de piqûre. Ces érythèmes migrants multiples, c'est pas plein de piqûres de tique à des endroits différents, c'est plutôt une dissémination hématogène de la Borrelia avec des points de réinjection au niveau cutané, et donc il y a plein d'érythèmes migrants différents. Ils sont classiquement plus petits et moins intenses, enfin, classiquement décrits plus petits et moins intenses que les érythèmes migrants uniques. Malgré tout, vous avez vu dans les photos précédentes, ben ça faisait au moins 15 cm. Et puis la dame dans son dos, ça faisait à peu près de 12-15 cm également. Donc c'est quand même déjà assez grand. Et pour le coup, les signes extracutanés sont fréquents, peut-être parce que justement, c'est lié à une dissémination hématogène. Et dans la littérature, on retrouve entre 40% et 70% de signes extracutanés fonctionnels de type céphalée, arthralgie, myalgie, fatigue, sensation de malaise, également fièvre, qui sont décrits associés aux érythèmes migrants multiples. Donc pour le coup, contrairement au lymphocytome, c'est plus fréquent aux USA qu'en France, plus fréquent chez l'enfant, et ça représenterait, alors c'est très variable selon les localisations et les lieux d'études, entre 4 et 40% des dermatoborrélioses. La microbiologie, la sérologie, pareil, elle est moyennement rentable puisqu'elle est positive que dans 70% des cas. Ça aussi, ça s'explique de la même façon puisque ça survient dans les 6 semaines post-piqûre de tique. Donc, on est encore dans la phase où on est en séroconversion. Donc, il n'y a qu'une sensibilité de 70%. Et la culture est variable. Je n'ai pas retrouvé tellement de données de PCR sur les érythèmes migrants multiples. Il y a des centres qui font de la culture et ils retrouvent essentiellement de la Borrelia asvelii qui explique peut-être cette différence entre États-Unis et Europe, où nous, on a beaucoup de Garini. Mais voilà, tout le monde n'a pas accès à la culture, c'est dans des centres spécialisés, donc ce n'est pas un examen qu'on fait en pratique courante. On peut imaginer que si on a une culture positive, on peut réussir aussi à avoir une PCR, mais je n'ai pas retrouvé cette donnée. Mais là encore, ce serait dommage d'aller biopsier un bout de peau alors que finalement le diagnostic se fait sur le contexte clinique et l'aspect d'érythème migrant multiple. Le traitement, c'est le même que pour l'érythème migrant, donc il durera 14 jours, même s'il y a une étude qui a montré que 7 égale 14 dans les érythèmes migrants uniques. On n'est pas encore à la transposer vers les érythèmes migrants multiples, mais peut-être qu'on y viendra. Et ça repose sur la doxycycline à 200 mg par jour chez l'enfant ou chez l'adulte, chez l'enfant de plus de 8 ans, même si on pensait que c'est possible. Et s'il y a une contre-indication, on peut utiliser l'amoxicilline. Ça évolue vers la régression en 1 à 2 semaines pour ce qui est de l'érythème migrant. Par contre, tous les symptômes qui sont associés, notamment la patiente là, qui avait des douleurs, plus ces troubles cognitifs, on sait que ça va être plus long à régresser que l'anomalie cutanée. Et dans une cohorte, là, ils avaient retrouvé encore 6% de gens qui avaient une guérison incomplète à 12 mois. Alors, ils avaient des symptômes assez faibles qui n'entravaient pas leur quotidien, donc qui n'entraînaient pas de handicap. Donc, on n'appelle pas ça un syndrome post-Lyme, mais qui avaient encore quelques symptômes persistants à la suite de cette infection-là. Donc, pardon. Donc, voilà pour l'érythème migrant. Alors, les diagnostics différentiels, donc il y a l'urticaire. Ce qui ne va pas, c'est que l'urticaire, ce sont des lésions qui sont migratrices. Mais alors, l'érythème migrant, ça migre comme ça, de façon centrifuge. L'urticaire, ça migre sur le corps. Et puis, c'est beaucoup plus fugace, puisque en quelques heures, ça disparaît, puis ça réapparaît ailleurs.
Il y a des allergies, des sortes d'allergies aux médicaments qui peuvent donner des lésions multifocales avec un aspect un peu circiné de temps en temps. Donc là, c'est plutôt le contexte qui va être évocateur et si besoin, on fera une biopsie. L'érythème annulaire centrifuge, c'est une maladie inflammatoire qui touche plutôt l'enfant et qui donne des anneaux inflammatoires. C'est très fixe, c'est un peu prurigineux et c'est pas le même contexte, la même chronologie. J'ai retrouvé des cas de mégalérythème épidémique, donc avec les 2 jours rouges là qui pouvaient faire penser à des érythèmes migrants multiples, même si on n'est pas sur le même type de chronologie. Le mégalérythème épidémique, c'est de la fièvre et puis 24-48 heures après les 2 jours rouges. Et là, on n'est pas sur ce tableau-là, puisque nous, ça va durer. Et puis éventuellement une piqûre d'arthropode qui entraîne à plusieurs endroits des lésions prurigineuses. Donc voilà pour les principaux diagnostics différentiels. Mais si on reprend bien l'interrogatoire et en analysant la lésion, je pense qu'on peut assez facilement, on va dire, les écarter sans avoir à faire de biopsie cutanée. Je passe la parole à mon collègue. Merci Solène. Donc, je vais enchaîner avec un cas clinique, un homme de 54 ans, c'est un ancien militaire qui a pour un seul antécédent une fracture complexe de la jambe gauche. Et depuis 6 mois, il est fatigué, vraiment fatigué, il consulte son médecin traitant pour ça. Il a même perdu du poids. Depuis 2 semaines en plus, il est essoufflé aux efforts. Et une sérologie de Lyme lui est faite dans ce contexte, elle est franchement positive, et donc il est adressé en consultation d'infectiologie au CCMBT pour suspicion de maladie de Lyme chronique. L'examen clinique retrouve un aspect violacé brunâtre des fesses et du membre inférieur gauche, comme vous pouvez voir, plus ou moins, c'est un peu flou. Tu peux passer les diapositives. Et donc, c'est un diagnostic cliniquement là, assez évident d'acrodermatite chronique atrophiante. C'est une maladie, une drôle de maladie qui touche surtout les adultes avec un âge médian qui est plus élevé que celui des érythèmes migrants, qui a plus de 50 ans, une prédominance de femmes dans la littérature. Comme ce qu'a dit Solène tout à l'heure, les antécédents de morsure de tique dans la zone intéressée sont parfois rapportés, mais de manière tout à fait inconstante. C'est surtout des atteintes des membres, et en particulier des membres inférieurs, sous la forme de modifications de couleur. La peau peut prendre un aspect bleu, violet, rouge. La peau est typiquement fine, ridée. Parfois, on arrive à voir les veines au travers de cette peau fine. Parfois, on a en plus des nodules fibreux. Je vous montrerai quelques photos. Et enfin, on a souvent des douleurs modérées au contact, donc une allodynie. Lorsqu'on touche, lorsqu'on effleure la peau des patients en zone atteinte, c'est désagréable, ça peut faire mal. Donc l'évolution naturelle, mais qu'en fait on constate assez rarement, c'est initialement une phase un peu inflammatoire sans être douloureuse. C'est rouge et œdémacié initialement, puis en quelques mois, voire années, ça va prendre cet aspect violacé et atrophique. Les signes généraux sont fréquents avec des arthralgies dans quelque chose comme 2/3 des cas, une asthénie, des céphalées qui sont fréquemment rapportées, mais il n'y a pas d'amaigrissement. Et il y a fréquemment une association à une atteinte neurologique dans le territoire concerné. Tu peux avancer. Donc, les diagnostics différentiels, c'est celui des acrosyndromes, donc notamment l'acrocyanose, à laquelle on peut penser devant un tableau de membres violacés, comme on peut le voir sur cette photo. Il peut y avoir aussi, dans la phase initiale, un peu érythémateuse, l'érythromélalgie. L'eczéma, il y a souvent des lésions élémentaires et un prurite. L'algoneurodystrophie a un contexte particulier, puis une variabilité des symptômes qui n'est pas qu'on n'observe pas dans l'acrodermatite chronique atrophiante. Et enfin, l'insuffisance veineuse avec le cortège de manifestations trophiques qui peuvent être évocatrices d'acrodermatite chronique atrophiante, mais avec quand même des différences sémiologiques. Voici donc 2 illustrations. À gauche, la forme initiale érythémateuse et œdémaciée. Donc, vous voyez que le patient, là, on voit bien la marque de sa chaussette qui a fait un petit peu garrot, qui montre bien l'œdème. Il y a des placards, des vastes placards inflammatoires qui remontent en fait jusqu'à la moitié du dos. Et on voit bien que le membre inférieur gauche est très érythémateux à ce stade. Ce patient n'a pas mal. Et à droite, plutôt une forme plus tardive, évoluée, avec une atrophie cutanée et une teinte qui est entre le violet et le brun en fonction des carnations et des localisations.
On l'a dit, c'est plus fréquent chez l'adulte et volontiers plus âgé, mais ça peut être observé chez l'enfant. Alors moi, j'en ai pas vu, c'est des publications. Donc vous voyez, c'est tellement rare que ça se publie. Et ça a ce même aspect de teinte violacée et d'évolution parfois atrophique de la peau. Tu peux avancer. Voici quelques formes plus atypiques. Donc, à gauche, vous avez les fameux nodules fibreux dont on a parlé, qui touchent volontiers les phases d'extension des articulations du genou et des coudes. Donc, quand on fait de la biopsie, c'est surtout vraiment des grosses zones fibreuses avec quelques infiltrats lympho-plasmocytaires. Il peut y avoir des ténosynovites qui peuvent constituer un aspect un peu hypertrophique du membre atteint, comme on peut le voir sur la diapositive du milieu. On a vraiment l'impression que la main droite est plus grosse que la main gauche. Donc ça, c'est des ténosynovites. Et enfin, il peut y avoir des formes pseudo-lymphomateuses, donc avec des zones nodulaires qui peuvent, à la biopsie, évoquer un lymphome. Et ça peut être des lymphocytes T comme des lymphocytes B. Enfin, on en a parlé, donc ça touche surtout les membres, mais ça peut aussi toucher le tronc, et il y a quelques cas rapportés, c'est tellement rare que ça se publie, mais d'atteinte du visage. Mais c'est peut-être pas rare parce qu'on n'y pense pas. À gauche, c'est un érythème bilatéral et symétrique du visage qui peut évoquer une rosacée, mais il n'y avait pas d'antécédent de flush, l'apparition était plus rapide et il n'y avait pas de lésion papulo-pustuleuse comme on peut voir dans la rosacée. Et à droite, un placard érythémateux qui intéresse la joue et l'oreille. Il peut y avoir des atteintes malaires bilatérales qui peuvent évoquer un lupus. Donc des formes rares, mais peut-être sous-diagnostiquées. Le diagnostic repose sur la clinique qui est évocatrice, mais comme vous l'avez vu, il y a des formes atypiques. La sérologie, et en particulier les IgG, sont quasiment toujours positives. Alors, quand je dis quasiment, c'est qu'il y a quelques cas rapportés dans la littérature avec des sérologies négatives, mais c'est vraiment exceptionnel. La biopsie cutanée retrouve en histologie un infiltrat lymphoplasmocytaire. Hein. Les plasmocytes, c'est très évocateur de maladies liées aux spirochètes, et donc un fond de fibrose. La culture, c'est un peu comme ce qu'a décrit Solène tout à l'heure, la sensibilité n'est pas très bonne, hein, à peu près un tiers des cas, mais surtout, il y a peu de laboratoires qui le font. Et la PCR est souvent positive. Donc nous, on les envoie au CNR. La sensibilité de la PCR dans la littérature, elle est décrite, vous voyez, c'est très très variable. La sensibilité est entre 16 et 92%. Et en fait, ce qui ressort quand on a une PCR positive, c'est fréquemment Borrelia afzeli. Donc, c'est une des espèces qu'on trouve plus volontiers en Eurasie. Et donc, ça explique qu'en Amérique du Nord, il y a très, très peu d'acrodermatite chronique atrophiante, puisqu'il n'y a pas cette espèce. Le traitement repose sur la doxycycline, c'est très classique, doxycycline 200 mg par jour pendant 28 jours, avec comme alternative la ceftriaxone pendant 4 semaines également. S'il y a eu des signes neuropathiques dans le territoire atteint, on pourrait vouloir traiter différemment, mais non, ce n'est pas nécessaire, ce sera le même traitement. Et puis après, il y a des petits traitements de support dans les formes œdémateuses, les contentions veineuses, et puis la rééducation en cas d'impact fonctionnel. En particulier, on va voir tout à l'heure un cas lorsqu'il y a une neuropathie. L'évolution sous traitement, c'est la résolution rapide de l'œdème et de la lodynie, l'amélioration de la coloration, alors en particulier quand on est en phase initiale érythémateuse, mais l'atrophie cutanée avec la rétraction, l'aspect un peu bizarre de la peau, il va persister. On a volontiers quand même un éclaircissement de la teinte violine ou brune. Tu peux avancer. Vous voyez là un exemple d'évolution. Donc, c'était le même patient que vous avez vu tout à l'heure avec une forme inflammatoire, avant traitement à gauche et après traitement. Vous voyez une régression de l'œdème et puis quand même un éclaircissement assez net de la peau. Un exemple qui illustre l'association avec des neuropathies. Donc, c'est une forme qui n'est pas très impressionnante dans la coloration, mais il y avait quand même une atrophie cutanée. Donc, c'était un homme de 63 ans qui avait pas d'antécédents significatifs. Et depuis 7 ans, en fait, il avait des signes désagréables au niveau du membre inférieur gauche, une gêne à la marge, des sensations bizarres, des crampes, une impression de chaud-froid, et progressivement, il s'est mis à boiter. C'était associé à des signes généraux, une grande asthénie. Il est allé chez un neurologue qui a retrouvé des anomalies dans le membre inférieur gauche.
mais avec notamment des signes neurogènes diffus dans le territoire L4-L5, mais une imagerie rachidienne qui ne montrait pas d'explication, hein, pas de hernie ou de pincement, de choses comme ça. Une sérologie de Lyme avait été faite il y a bien longtemps, mais elle était positive, mais on n'avait pas su quoi en faire. Lorsque je l'ai vu, tu peux avancer, il avait une très nette amyotrophie du membre, enfin de la l'âge musculaire postérieure de la jambe gauche, avec, vous voyez, une franche différence de périmètre entre les deux jambes. Et donc, on a porté le diagnostic d'acrodermatite chronique atrophiante, pas très impressionnante sur le plan cutané, enfin en tout cas ça ne ressort pas trop sur les photos, avec une neuropathie responsable d'une amyotrophie. Tu peux avancer. Donc, il a été traité avec une amélioration sur le plan des signes généraux, beaucoup moins de douleur, mais la persistance d'un déficit d'une boiterie pour laquelle, évidemment, il a débuté une rééducation. Tu peux avancer. Attention, donc tout n'est pas Lyme, ça c'est un message général hein, quand on se pose la question du Lyme. Le patient initial, là, il avait une perte de poids, une dyspnée, donc ça s'intègre évidemment pas dans le cadre d'un Lyme. Et en fait, ce patient, tu peux avancer, il avait une infection par le VIH au stade SIDA avec une pneumocystose en association évidemment avec une acrodermatite chronique atrophiante. Tu peux avancer et ça c'est pour toi. Oui, merci, je reprends la parole. Donc, un dernier cas clinique qui est une femme de 63 ans qui qui avait un antécédent de liposarcome et qui était guérie, pardon, également retraitée, qui vivait à la campagne. Elle avait depuis 1 an cette lésion cutanée dorsale d'une dizaine de centimètres sans aucun autre symptôme. Donc, elle a été vue par un dermatologue qui conclut à une morphée. Donc, c'est un tableau de sclérodermie localisée. Donc, c'est vrai que là, vous voyez peut-être pas, et on pourrait presque, si je vous avais dit c'est un érythème migrant, on aurait peut-être pu y croire, mais ça n'avait pas du tout le même aspect. C'était beaucoup plus scléreux, c'était fibrosé, et il y avait un petit renforcement périphérique, mais sans érythème. Elle avait fait une biopsie cutanée qui retrouvait un derme, un ANAPAD compatible avec une morphée, donc un derme hyalinisé, déserté, non inflammatoire. Et dans le bilan, elle a fait une sérologie de Lyme très fortement positive en IgG. Et donc la question, c'est est-ce que les morphées, est-ce que d'autres entités, d'autres entités cutanées dermatologiques sont liées au Lyme? Donc en faisant un petit peu de bibliographie, on retrouve un doute justement pour ces morphées, ces sclérodermies localisées et les lichens scléroatrophicus. Donc dans la littérature, il y a des données contre-indictoires, puisque chez des patients autrichiens, il y avait une séroprévalence de Lyme beaucoup plus importante chez les gens qui avaient des morphées que chez les gens qui n'en avaient pas. Mais ces études-là n'ont pas été reproduites ni dans le reste de l'Europe, ni au Japon, ni aux USA. Et pareil, il y avait certaines sclérodermies localisées qui avaient été biopsiées, PCR positives. Ça, c'était en Europe et au Japon, mais jamais retrouvées aux USA. Donc, c'est un peu difficile de conclure de façon absolument formelle. Donc, pour cette dame-là, on avait fait une PCR, une nouvelle biopsie cutanée avec une PCR qui s'était révélée négative. Et on retrouve aussi dans la littérature d'autres entités dermatologiques qui avaient été évoquées liées à une borréliose de Lyme, mais en fait, ça n'a pas été retenu parce que toutes les données sont plutôt contre finalement. Donc, il y avait la sarcoïdose, le granulomannulaire, des paniculites, certaines dermatomyosites ou un Gessner canif qui est en fait un infiltrant lymphocytaire d'origine inflammatoire. Et de même pour le lymphome cutané, il y avait un doute sur les premières études en Europe avec des notions de sérologie plus fréquemment positives chez les gens qui avaient un lymphome cutané que chez les gens qui n'en avaient pas. Et en fait, plusieurs autres études ont été refaites par la suite et donc ni en Europe ni aux USA, on a pu reproduire ces données. Donc je dirais que en dehors de l'acrodermatite atrophiante, du lymphocytome cutané et de l'érythème migrant multiple, on n'a pas d'autres manifestations cutanées de la borréliose de Lyme. Un minime doute persiste encore pour ces morphées-là, les sclérodermies localisées, mais c'est vraiment, on va dire, à la marge. Et donc, s'il y a un doute, on peut de toute façon les voir et discuter de faire une biopsie et une PCR, voire un traitement d'épreuve si le doute est suffisant. Mais c'est vraiment anecdotique, je dirais. Je te laisse la parole pour la conclusion. Donc là, bon, c'est de la redite. Hein. La peau, c'est un organe fréquemment atteint dans la maladie de Lyme, avec des tableaux cliniques variés au-delà de l'érythème migrant, un diagnostic clinique qui n'est pas toujours évident. Donc le point positif pour le diagnostic, c'est que la sérologie est fiable dans les atteintes tardives. Lorsqu'on a un doute, devant une forme clinique atypique ou avec des examens paracliniques qui ne permettent pas de conclure, donc il faudra évidemment
adresser le patient au CRMVT et éventuellement on pourra s'appuyer sur une biopsie cutanée avec l'histologie et la PCR qui peuvent être d'une grande aide. Voilà, on en a terminé pour ce premier topo. Merci. J'arrête le partage du coup. Merci beaucoup pour cette présentation pleine de belles images et de beaux cas cliniques. Je regarde sur le chat, mais j'ai pas vu de questions pendant la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Donc, juste Solène, j'avais une question, enfin une remarque plutôt. Moi, j'avais appris que le lymphocytome cutané, enfin dans la borréliose, fallait toujours les biopsier parce qu'on avait toujours la crainte d'un lymphome cutané. Mais tu nous dis qu'en fait, peut-être pas du coup. J'ai demandé à mes dermatos du coup parce qu'effectivement moi j'avais aussi cette notion-là, même si on n'en voit pas beaucoup nous des lymphocytomes cutanés, ça n'arrive pas vraiment jusqu'à nous. Et du coup j'en ai discuté avec nos dermatologues et pour eux soit il y a vraiment une localisation typique à l'absence de contexte d'altération de sueur, etc. et un contexte on va dire d'exposition au tic. Eh ben, ils sont assez pour dire on tente, on fait un traitement d'épreuve et ça va disparaître rapidement, contrairement au lymphome cutané qui va de toute façon persister. Et donc, ils n'étaient pas pour biopsier systématiquement. Après, si on a une lésion sur une zone pas classique chez quelqu'un qui n'est pas particulièrement exposé, je pense que là, il faut aller faire la biopsie. Mais voilà, garder un peu de bon sens clinique avant de se jeter sur une biopsie, surtout sur des zones qui sont peut-être pas si simples que ça à biopsier. Je pense au lobule de l'oreille, au mamelon, au scrotum. Peut-être que si on peut éviter une biopsie, c'est bien. D'accord, merci. Et puis j'avais une autre question pour Vincent, mais je pense qu'il a dû déjà répondre pendant sa présentation. C'était plus sur la pertinence d'avoir fait une chirurgie de Lyme sur le premier cas clinique que tu as rapporté. Mais du coup, on a bien vu qu'il y avait un diagnostic aussi en plus à faire à Oui, c'est côté. ça. Ouais. Alors, les signes généraux, il y en a, hein, on l'a vu dans différents tableaux cliniques présentés là, mais en effet, il faut toujours chercher autre chose, puisque clairement, il y a des choses qui sont rédhibitoires. Donc, pour le diagnostic de Lyme, la perte de poids, enfin, je sais pas pour vous, mais personnellement, c'est un truc que je n'associe jamais au Lyme. Et voilà, l'asthénie, méfiance, quoi, parce que ça peut être tout à fait autre chose. Et il y a beaucoup de papiers qui rapportent des centaines de diagnostics différentiels dans le cadre d'exploration de ces tableaux systémiques dans un contexte de suspicion de maladie de Lyme. Donc voilà, là, il avait effectivement une maladie de Lyme, ce patient, mais il avait en plus une infection par le VIH qui était menaçante puisqu'il avait 0 CD4 ou pas loin. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce que c'est plus fréquent chez les adultes que les enfants, en fait Alors déjà, l'évolution, c'est quelque chose qui évolue vraiment sur des années. Donc, il y a peut-être une petite partie de la réponse, mais non, je pense que ça fait pas tout. C'est peut-être, tu vois, une façon de répondre au système immunitaire qui est différente en fonction de... C'est pareil, les lymphocytomes, c'est quand même un truc qui est plus fréquemment observé chez les enfants. Ouais. Donc voilà, peut-être que la réponse du système immunitaire est différente selon l'âge du patient après la contamination par la bactérie. C'est vrai que j'ai pas retrouvé de données explicatives pourquoi c'est plus fréquent chez les enfants que chez les adultes. Donc, à noter que l'ACA, ça existe chez les enfants avec parfois des séquelles esthétiques problématiques sur le plan psychologique. Une peau qui reste bizarre, parfois un peu violacée toute la vie. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup d'alerter les patients éventuellement qui viennent pour une consultation pour piqûre de tique sur l'ACA ou c'est tellement rare que... Est-ce que c'est si rare que ça? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça a l'air d'être quand même fréquemment moins rare. Enfin, tu vois, les enfants qui se présentent après des morsures de tiques, des morsures de tiques, non, on dit piqûres, c'est ça. Des piqûres de tiques après un camp de scout, il y en a des plein. Et je pense que faut peut-être pas trop les stresser avec ça, d'autant que ça a l'air d'être vraiment une maladie qui les touche pas trop. Donc non, moi j'aurais tendance à dire, comme toujours, si vous voyez des modifications cutanées, vous revenez. Mais sans entrer dans les détails, d'autant que c'est quand même une maladie qui est un peu difficile à expliquer. Enfin, vous avez vu,
le tableau initial de fesses un peu violacées, de cuisses avec des plages un peu violacées, c'était quand même assez subtil. Il y a des gens qui peuvent tout à fait avoir ça sans que ça relève d'un live. Ouais, là, je ne sais pas si c'est. Enfin, moi, j'en ai encore jamais vu. Mais je ne sais pas si vous avez eu beaucoup d'expérience d'acrodermatite atrophiante, mais c'est vrai que c'est quelque chose de pas très fréquent quand même. On en a régulièrement, mais on se les arrache, quoi. D'accord. Ouais, c'est vraiment le caractère un peu asymétrique. Et surtout, tu as souvent une sérologie de Lyme positive qui t'aide bien au diagnostic. Hmm. Tu as la sérologie de Lyme, tu as souvent des signes généraux, et là, tu examines le patient, et il y a l'asymétrie d'un membre qui t'aide en général. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais ceux que j'ai vus, c'était ça, effectivement. Et un long parcours avant d'arriver au diagnostic. Et la dernière que j'ai vue, c'était, ouais, comme tu disais, la suspicion d'algoneurodystrophie. Donc, elle passe chez le rhumato, puis ensuite, elle passe chez les internistes vasculaires qui évoquent les différents acrosyndromes, et puis ensuite, une insuffisance véno-lymphatique. Et donc, elle va voir le chirurgien vasculaire qui dit non, mais il n'y a pas d'insuffisance véno-lymphatique. Et le chirurgien vasculaire qui dit, mais c'est peut-être une AK et qui nous l'envoie. Donc, j'ai trouvé ça, et qui avait prescrit la sérologie de Lyme. Je trouvais ça hyper classe. Nous, les 2 derniers qu'on a eus, c'était plutôt des gens qui s'écoutaient pas trop. Et du coup, effectivement, ça traîne pendant des années. Et je trouve que le deuxième cas de Vincent était hyper illustratif dans le sens où c'est finalement presque plus la neuropathie qui va faire qui va se faire concentrer sur ce diagnostic. Ouais. Non, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, la présentation était très claire. Je pense que c'est pour ça qu'on va passer à la présentation du docteur Leménian.